Eh bien, bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Anticipation, Détection et Action, le trio gagnant pour déjouer les cyberattaques. Pourquoi nous sommes là avec vous aujourd'hui? C'est tout simplement pour vous présenter l'offre DR WIF Secure qui sera pilotée par le service Cyber d'Access, tout simplement. Je m'appelle Anthony Gallo, donc je suis ingénieur technico-commercial chez Access sur le pôle Cloud Computing. J'ai entre autres la responsabilité de définition des besoins clients en vue de dimensionner les architectures techniques au niveau infrastructure, hébergement et cyber, qui est le sujet du jour. Je laisse mes partenaires de WIF Secure se présenter. Merci Anthony pour cette introduction. Alors, je suis Thomas Kand, je suis le responsable commercial sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis basé à Lyon et j'accompagne Access sur cette offre de service aujourd'hui. Et Thomas est accompagné par Charles Brasset, qui est, donc je suis responsable technique donc sur la partie avant-vente et j'accompagne Thomas depuis près de 10 ans maintenant sur la région. Voilà, je te laisse continuer, Anthony. Oui, parfait. On va commencer par une petite présentation d'Access assez succincte. Donc, qui sommes-nous Access? Donc, Access, nous sommes divisés en 3 métiers dans des marchés verticaux. Nous avons une présence nationale sur nos sites historiques, notamment grâce à nos sites historiques de Paris, Lyon, Valence et Montbrison. Au niveau software, nous sommes éditeurs de logiciels, donc pour la santé au travail, dans l'éducation, pour la gestion d'établissements scolaires au niveau des lycées, la dématérialisation de la facture au niveau de la GED, la digitalisation pour le SAV. Au niveau de la stratégie digitale, pour faire bref, on est sur la partie site web, logiciel et marketing. La partie cloud computing, je vous la détaille juste après. Ce qu'on peut retenir au niveau des chiffres, c'est que nous sommes recommandés à 76% par nos clients. Nous avons environ 3,8 millions d'abonnés cloud. Donc, petit zoom sur le pôle cloud computing où je suis basé. Donc, nous sommes sensibilisés à la sécurité de par nos certifications ISO 27001 et HDS, donc qui sont gages de qualité. En termes de cyber, nous avons des outils de sensibilisation, phishing. On a un service de détection-réponse grâce du coup à l'outil WIF Secure qu'on va présenter tout à l'heure, qui est piloté par notre équipe cyber. Donc l'équipe qu'on a appelée chez Access, l'équipe Radar, la réponse avancée sur détection, automatisation et remédiation. Au niveau de l'infogérance, nous faisons de l'audit, du conseil, de la supervision. Quelques chiffres sur l'infogérance, on a à peu près 6000 devices infogérés pour nos clients et plus de 1600 VM au niveau de l'hébergement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, Thomas va d'abord nous présenter le contexte cyber 2024. Ensuite, Charles prendra la main pour nous donner des définitions, nous dire ce que c'est un EDR, nous l'expliquer et nous montrer des choses par rapport à ça. Et enfin, je finirai par le service manager d'Access et un petit tour sur notre parcours cyber. Thomas, je te laisse la main. Super, merci Anthony. Donc, normalement, j'ai la main. Je vais pouvoir... Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, on voulait faire un petit tour d'horizon sur, en effet, le contexte actuel, un petit état des lieux du milieu de la cybersécurité et des cyberattaques. Donc, on a compilé quelques exemples pour rafraîchir un peu les mémoires, ou en tout cas pour vous éclairer un peu sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, on a eu pas mal de choses depuis plusieurs années, des choses qui se sont intensifiées ces 2 dernières années avec le contexte géopolitique assez tendu. Par exemple, on a le Koweït qui a subi au niveau de son ministère des Finances, alors c'était le 27 septembre dernier, une attaque d'ampleur qui a mis à mal les différents sites gouvernementaux. Ça, c'est une des dernières grosses attaques qu'on a eues étatiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais de manière un peu plus publique, on a évidemment tous subi les attaques terroristes en Palestine et en Israël, et on a constaté rapidement, dans la nuit des attaques, un nombre d'attaques DDoS, donc de déni de service, assez important, très élevé.
sur le réseau Internet israélien, ce qui montre aujourd'hui qu'en effet, les attaques peuvent avoir une ampleur et une portée qui va pénaliser et qui va jouer aussi dans des conflits internationaux. Donc, c'est un peu loin tout ça pour nous, entrepreneurs, directeurs de centres ou responsables informatiques. Mais on va voir aussi que ça peut avoir évidemment des conséquences sur son activité. Donc, de très loin, les cyberattaques ont des effets et sont des armes de guerre. Mais d'un point de vue un peu plus local, on va avoir des conséquences. Par exemple, ici, avec cette cyberattaque que plusieurs ports australiens ont subi en novembre dernier. Donc là, ça s'est rapproché un petit peu. Donc, on a eu énormément d'arrêts, des problèmes de logistique, évidemment, des encombrements sur différents canaux. Vous comprenez bien qu'une attaque d'ampleur sur des ports va mettre à mal la livraison et peut chambouler un petit peu le marché économique local, voire même international, comme ici, avec ces attaques d'ampleur. Alors, une chose qu'on sait peut-être moins et qui c'est bien de rappeler aussi, aujourd'hui, le piratage informatique va essentiellement s'adresser aux PME qui sont en effet dans le viseur des hackers. Il y a plusieurs explications à cela. Les PME sont encore une cible privilégiée car les grandes entreprises, elles, sont déjà bien sensibilisées et armées face aux attaques, ont mis les moyens depuis un petit moment à travers des ressources, des centres opérationnels qui sont eux-mêmes en mesure de gérer et de piloter des outils pour contrôler justement les entrants et les sortants de leur entreprise. Les TPE, à l'inverse, elles, sont souvent totalement infogérées, peuvent bénéficier d'une sécurité, et je l'espère, au minima, par défaut, en fait, lié au service que propose leur infogéreur. Et puis, les PME, aujourd'hui, pour beaucoup, sont encore sur des investissements en mode projet, avec des lignes budgétaires bien définies par projet et par technologie. Et c'est vrai que c'est encore une cible qui a besoin d'être sensibilisée, a besoin d'améliorer sa sécurité sur son environnement périmétrique, entre autres, et se doit d'investir aussi dans de l'accompagnement, parce qu'on va voir aujourd'hui que l'accompagnement est primordial, c'est un peu le sujet d'Access aujourd'hui. Alors, une autre donnée importante, c'est une donnée qui vient du cabinet Asterès. Le coût moyen d'une attaque réussie, c'est important de préciser, une attaque réussie, est un peu en dessous de 60 000 € en moyenne. Et on voit aussi que les PME représentent une grosse part des cibles et des cyberattaques, si on compare ça en effet aux organisations publiques et aux autres typologies de comptes. Donc, on dit souvent même la palissade, mais c'est pas la question, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, est-ce que j'intéresse. Oui, vous intéressez forcément à un moment donné un attaquant, car les attaquants aujourd'hui cherchent des vulnérabilités communes à plusieurs entités, à plusieurs groupes, à plusieurs sociétés. Et aujourd'hui, c'est votre donnée qui les intéresse et au passage votre argent, parce qu'en effet, aujourd'hui, on subit des attaques dites ciblées. Donc, c'est des attaquants qui rentrent dans votre réseau, qui cherchent à récupérer votre donnée et ensuite la chiffrer pour vous rançonner. Donc, il y a un effet, une pierre deux coups de la part des attaquants qu'on n'avait pas il y a encore 5-6 ans, parce qu'on était plutôt sur des attaques encore massives, quand bien même on parlait d'attaques et de menaces zero day, on était plutôt sur de l'attaque automatisée. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, il y en a toujours autant, mais les attaques ont pris place par des attaques personnalisées. Et c'est là où, aujourd'hui, le risque est le plus important pour la santé de votre entreprise, parce qu'une fois qu'on a récupéré vos données, on ne sait pas où elles vont finir. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Alors, un autre point intéressant, sur un slide, vous avez certainement tous participé à des conférences sur l'IA. On a chez nous, alors on ne le voit pas, il est masqué là, mais notre directeur de recherche et développement qui s'appelle Mikko Ipponen, qui est un chercheur qui
navigue chez nous depuis quasiment le début de WithSecure. Hein. WithSecure issu de F-Secure, on va le voir après. Ça fait plus de 35 ans qu'on existe. Et Mikko Ipponen est là depuis quasiment 33 ans, je crois, et communique beaucoup, intervient beaucoup, et est l'une des personnalités visionnaires du milieu de la cybersécurité. Et en effet, dernièrement, il a fait une sortie pour expliquer aussi que l'IA, demain, sera en mesure d'automatiser des modifications comportementaux d'attaque en fonction de la résistance que vos systèmes d'information auront mis en place. Donc, il faut s'attendre à ça. C'est bien aussi d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que la cyber, c'est un gros sujet du moment, mais en fait, on n'en est qu'au début, parce qu'avec des processus automatisés d'intelligence, on va être capable, enfin, en tout cas, une intelligence artificielle va être capable de réécrire son code, par exemple, rapidement, instantanément, de manière dynamique, en fonction de la résistance qu'elle va subir, en fonction du type de technologie qu'il y aura en face. Donc ça, c'est des choses qu'on va clairement, et qu'on commence à voir. Alors, une chose qui est bien, c'est que l'idée, c'est pas de faire peur, c'est de vous mettre en perspective la réalité. Une chose qui est bien, c'est que le marché continue de croître. Hein. Aujourd'hui, les éditeurs et les constructeurs investissent beaucoup dans la cyber parce qu'il y a un besoin et que le besoin va croître, comme on peut le voir avec ces attaques récentes. Mais également, en effet, un marché qui s'instruit. Un marché qui s'instruit, alors je vous invite à taper cybersécurité école dans Google, comme on le montre là sur le screenshot, et on va tout de suite se rendre compte qu'il y a des cursus, il y a des masters en cyber, il y a des centres, des organisations, des organismes qui voient le jour, comme le campus cyber à Paris, et tout ça pour démontrer que, en effet, le marché se renforce. On a eu le plan France Relance du gouvernement sur les instances publiques avec des subventions sur justement l'acquisition de produits tels que l'EDR ou le scanner de vulnérabilité, par exemple. Il y a d'autres plans qui sont annoncés. Donc, il y a vraiment une prise de conscience générale. Et on voit bien, rassurez-vous, vous avez des nouveaux profils qui sortent d'école aujourd'hui et qui commencent à être préparés pour intégrer des équipes où la spécialité et l'expertise en cybersécurité n'était pas forcément une caractéristique des ingénieurs jusqu'à maintenant. Alors, attendez, parce que hop, on va revenir dessus. Alors oui, est-ce que c'est la fin de l'Eldorado? Alors, pour certains, oui. On vient de voir que non, dans la mesure où c'est un marché qui est en croissance et qu'il va falloir en effet prendre conscience de plus en plus que votre budget IT, de manière générale, peut-être qu'il va devoir être soit un petit peu gonflé sur la partie cyber ou décalé. Ça, c'est indéniable. Après, la fin de l'Eldorado pour certains, parce qu'on voit que beaucoup d'acteurs sur le marché se sont investis justement dans le développement de technologies autour de la cybersécurité. Donc, il y a une rationalisation qui est en train de se passer. Alors, on voit bien avec certains concurrents qui viennent de l'Est, plus particulièrement de Russie, comme Kaspersky, où il y a eu des mouvements, il y a eu des prises de conscience, il y a eu même eu des recommandations du gouvernement. Et après, on va retrouver aussi d'autres acteurs sur des marchés un peu plus niches, mais qui ont vu le jour très vite, avec beaucoup de communication, mais dont le modèle ne répond pas forcément au marché européen, par exemple. Et on commence à voir des acteurs se rationaliser. Donc, on a eu beaucoup d'acteurs à un moment donné, on en a un petit peu moins aujourd'hui. Et c'est un petit peu la tendance, c'est-à-dire que c'est un marché qui est un peu saturé, le marché de la cybersécurité. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de technologies. Après, les technologies sont toutes quasiment basées sur les mêmes concepts, on va en parler après. Et ce qui est important en fait de voir, c'est comment ces technologies peuvent s'intégrer dans votre système aujourd'hui, comment on peut upgrader votre existant pour améliorer la sécurité. Et au quotidien,
de quoi ont besoin ces technologies pour fonctionner. Et aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles solutions 100% automatisables. Et c'est pour ça qu'il est primordial d'avoir un minimum d'accompagnement auprès de son prestataire ou de son intégrateur. Un autre exemple ici, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on a entendu parler de cet acteur important aussi sur le marché de la cybersécurité, qui cherchait en effet potentiellement à se faire racheter. Donc, on ne sait pas si c'est des rumeurs ou autre, mais voilà, on voit qu'il y a des mouvements, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se rationaliser. Donc, il y a aussi eu une volonté de la part de WithSecure d'avoir une identité et de séparer les produits grand public des produits privés, professionnels. Alors, vous me connaissez peut-être sous le nom de F-Secure, mais WithSecure, c'est F-Secure, en fait, c'est la branche B2B de F-Secure. Donc, il y a une volonté de mettre l'emphase sur cette notion de co-sécurité, donc on en revient toujours à l'accompagnement, hein, d'où le nom WithSecure, c'est en effet pour insister sur l'importance d'avoir un accompagnement, en tout cas d'être bien accompagné sur les solutions qu'on intègre. WithSecure, aujourd'hui, c'est plus de 30% de croissance sur ces solutions cloud. F-Secure existe toujours hein, sur la partie grand public, mais on n'a plus rien à voir avec eux. Donc aujourd'hui, on vous propose de vous présenter l'offre d'accès à travers une technologie WithSecure. Donc WithSecure, l'idée, c'était en effet de rationaliser, de mutualiser, car notre cible de marché étant la PME, l'ETI, on va dire, l'entreprise de taille intermédiaire. L'idée, c'était de proposer en effet une console unique, mais plusieurs solutions disponibles de manière complètement indépendante, s'il le faut, et à travers des modes de commercialisation diverses, comme de la licence annuelle, de la licence mensuelle, de la licence à l'usage également, mais de pouvoir accompagner à travers son réseau de revendeurs, à travers du service et du support de validation, du support d'investigation d'attaque au besoin, voire même de la réponse sur incident. Donc aujourd'hui, WithSecure est en mesure d'agir sur pas mal d'aspects. On vient de l'univers du endpoint, mais donc, la protection endpoint, donc de l'antivirus, post-serveur et mobile. Et au fil des années, on a intégré différentes technologies, comme par exemple le scanner de vulnérabilité. On voit, si on prend de manière chronologique comment se passe une attaque, hein, on peut vulgariser un petit peu l'approche de la cyber, hein, c'est-à-dire en pré-attaque, qu'est-ce que je peux faire avant de me faire attaquer pour éviter qu'on m'attaque, hein. Donc on parle de préventif. Donc là, on est capable de mettre à disposition des outils de scanner de vulnérabilité. Alors c'est un principe général, hein, on transpose nos outils à travers un principe général, mais c'est le positionnement qu'il faut que vous ayez aujourd'hui. Qu'est-ce que je mets en place pour éviter qu'on m'attaque, pour dissuader un attaquant de m'attaquer? Je peux faire des audits. De quelle manière? À travers un prestataire ou à travers un outil que j'ai en interne si je peux le gérer moi-même. Je peux faire de la pédagogie. Je peux aussi avoir des outils Cloud Security Posture Management, comme c'est indiqué tout à gauche, c'est-à-dire des outils qui permettent d'identifier des erreurs de paramétrage, de configuration, si on est sous des environnements AWS ou Azure, par exemple. Voilà, on va dans le cloud, c'est bien, mais on y va de plus en plus, mais est-ce que mon cloud est bien sécurisé? Est-ce qu'il est bien paramétré? Donc voilà, on est capable aussi d'aller sur ce terrain-là aujourd'hui. Après, on va retrouver en effet le bloc au milieu, hein, tout ce qui est attaque, l'attaque traditionnelle, on va dire, en tout cas tout le prédictif. Alors, on parle de solutions avec de l'analyse comportementale. On parle de prédictif parce que finalement, quand on parle d'antivirus, on va intégrer du sandboxing, vous avez peut-être entendu parler de ça, l'analyse comportementale d'un logiciel, d'un script. L'idée, c'est de pouvoir identifier un comportement suspect, malveillant, à partir du moment où il s'écrit sur le poste. Donc là, on est encore au niveau de l'antivirus. Donc, on peut prédire un malware en analysant en fait, son comportement dans une sandbox. C'est ça, en fait, l'idée. Parce qu'on connaît les comportements des autres malwares, et il est peut-être nouveau, celui-là, il est peut-être un nouveau nom, il est inconnu, mais on arrive à savoir qu'il est en train de faire des choses qui sont compromettantes.
Donc là, on parle vraiment de la partie endpoint protection. Et on va retrouver dans cette catégorie-là aussi la protection de Salesforce. On a un partenariat avec Salesforce et la protection 365, Microsoft 365, c'est important. On ne l'abordera pas aujourd'hui, mais juste pensez en effet, si vous allez sur du 365, à bien regarder le niveau de sécurité que vous avez en fonction de la version que vous avez. Est-ce que c'est de la business standard? Est-ce que c'est de la business premium? Est-ce que c'est de l'E1? Est-ce que c'est de l'E3, pardon, de l'E5? En fonction de la version, vous n'avez pas le même niveau de sécurité. Le sandboxing arrive, par exemple, l'analyse des pieds joints et autres arrive que sur des versions supérieures. Et l'EDR, en effet, aussi sur les versions supérieures. Donc, quand on part sur du 365, on peut avoir une sécurité dégradée si vous aviez de l'antivirus sur votre serveur mail on-premise. C'est cette chose qu'il faut regarder de l'autre côté, sur lequel on peut vous accompagner également avec Access. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est en effet au niveau de la compromission. Compromission, c'est un grand mot qui peut faire peur. L'idée, c'est de dire, si je pars du principe que je peux me faire attaquer, j'ai mis en place le paradigme qu'on a depuis 20-30 ans, un antivirus, un firewall. Ok, c'est quoi la suite? La suite, c'est que vous pouvez quand même vous faire attaquer avec ça et que l'idée d'un EDR, donc Endpoint Detection and Response, c'est de pouvoir détecter, comme son nom l'indique, des prémices de compromission. Voilà. Une reconnaissance sur votre réseau, par exemple. Quelqu'un qui essaierait de faire de l'évasion de privilèges. Bon, là, on est déjà sur des phases avancées. Mais l'idée d'un EDR, c'est de pouvoir vous éclairer sur si quelqu'un est en train de taper à la porte chez vous. Donc, l'EDR va compléter l'antivirus et va venir en amont. Il va pouvoir voir ce que l'antivirus ne voit pas avant que l'attaquant pose sa charge, son malware ou autre chez vous. On va rentrer dans le détail un peu plus avec Charles. Et l'EDR, aujourd'hui, vous avez le R dans l'EDR, qui veut dire réponse. Et la réponse, alors vous allez trouver des actions de réponse dans un EDR qu'Access pourra mener. Mais c'est surtout la capacité d'analyse, de compréhension et le savoir-faire et l'action à mener en fonction de l'attaque. Et ça, c'est l'équipe qui vous propose le service qui est capable de vous le fournir. Un EDR, c'est un outil qui permet de remonter de l'information. Après, cette information-là, il faut la traiter. Il y a de l'automatisation, mais vous allez avoir des faux positifs, vous allez avoir des routines qui ne sont pas forcément bien comprises de l'EDR au début. Donc ça, c'est le travail, justement, d'un acteur comme Access. Et au quotidien, ça sera le travail d'Access aussi, d'identifier rapidement avec des engagements de réponse, le temps de réponse, justement, des attaques ou des alertes, en tout cas, critiques, pour justement potentiellement isoler l'équipement sur lequel il y a une attaque, pour éviter qu'elle se propage. Et après, pouvoir investiguer plus tranquillement et relancer le poste, si c'est un poste, en production, une fois avoir sorti l'attaque ou comblé les failles. Donc, c'est pour ça que la notion de service managé, on parle de Managed Detection and Response dans le jargon, est importante quand on parle de solutions de détection et de réponse. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur l'EDR. Donc, on compare très régulièrement pour imager l'EDR à une caméra. On met des capteurs sur vos ouvrants chez vous. Et s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre réseau alors qu'il n'a rien à y faire, les caméras vont s'activer et on va pouvoir tout voir. Et après, c'est toujours la même question, qui va regarder et qui va intervenir. C'est pour ça qu'un EDR, c'est important aussi d'avoir un acteur pour nous accompagner. Donc globalement, de manière plus pragmatique, un EDR, c'est quoi? Ce sont des capteurs qui viennent, en tout cas chez nous, dans l'agent antivirus. Donc si dans l'audience, là, vous avez des clients qui ont déjà notre antivirus, vous avez potentiellement déjà des capteurs de l'EDR qui sont dormants, mais qu'on peut activer et qui vont récupérer en fait des informations, on va dire les logs de sécurité. Et ces logs de sécurité vont être contextualisés. Donc chez nous, ça s'appelle Broad Context Detection. C'est déposé chez WeSecure. Et l'outil va déjà contextualiser et comparer par rapport à une matrice de processus d'attaque pour savoir si, de manière dynamique, en temps réel, si on n'est pas potentiellement sur justement une attaque sur tel ou tel équipement. Et après, il y a
un autre filtre qui est fait évidemment par votre partenaire, qui lui a accès à notre SOC, donc à notre centre opérationnel de cybersécurité, où on a nos cyber experts. Et donc, on travaille main dans la main avec nos revendeurs qui montent leur service de sécurité en s'appuyant sur le nôtre, entre autres. Voilà. Donc, l'idée d'un EDR, c'est de bien prendre beaucoup d'informations et d'arriver sous l'effet d'entonnoir à des attaques, en tout cas des suspicions confirmées. Et là, on voit sur un périmètre de 300 assets, 500 millions d'événements d'événements de sécurité par mois, 225 000 vont être pré-triés, 24 détections et 7 confirmées. Voilà à peu près les abacs qu'on a sur le DR. Donc, je vais passer la main à Charles. Normalement, Charles, tu dois pouvoir avoir la main. Je te mets sur le slide. Et Charles va nous présenter les points forts de notre outil qui intègre en effet tout ce qui va être anciennement un antivirus et un EDR. On ne distingue plus les deux. Aujourd'hui, on parle d'une solution globale. Et on va mettre le focus sur quelques fonctionnalités de notre solution. Merci Charles. Ouais, je vais partager mon écran. Hop, écran complet, boum. Parce que j'ai prévu de vous faire une petite démo. Donc, vous me dites quand c'est OK, le partage d'écran? Ouais, c'est bon. C'est bon? OK. Merci Thomas pour cette partie. Là, le but du jeu, c'est de faire, comme tu disais, une emphase sur le DR et de voir nos points forts aussi, les points forts de WithSecure. Puisqu'on a des gros atouts, notamment le patch management. Donc ça, c'est super important. On est capable aujourd'hui de mettre à jour l'ensemble de votre fixe de sécurité, que ce soit du Microsoft ou des autres éditeurs. Voilà, les autres éditeurs, je parle de WinZip, je parle de WinRAR, je parle de tout logiciel que vous avez sur votre parc. Donc, on va remplacer des WSUS ou on va remplacer vos solutions de déploiement de patch. Donc, ça va être un plus. Aujourd'hui, on sait que les attaquants utilisent beaucoup les failles de vulnérabilité. Plus de la moitié, 70% des attaques, utilisent les failles de vulnérabilité pour pénétrer dans votre réseau. Donc, c'est important de les mitiger, important de les corriger le plus rapidement possible. Donc, la solution le fera de façon automatique. On a aussi le contrôle applicatif. Je vais parler un petit peu des IOC, des indicateurs de compromission. On va se servir du contrôle des applications pour bloquer certains logiciels qui peuvent compromettre votre système d'information. Une fonction super importante qui est un peu un game changer, c'est le rollback. On va être capable aujourd'hui, ça fait déjà 1 an et demi sur cette partie, mais de détecter le début d'un chiffrement. Donc, un ransomware a réussi à passer toutes les couches de sécurité et on va être capable de déchiffrer à la volée. Je vais vous expliquer comment et je vous ai préparé aussi une petite vidéo. La posture de sécurité, on n'en parle pas beaucoup, c'est vraiment le sujet important. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de périphériques qui sont exposés donc sur Internet et il va falloir vérifier parce que leur sécurité, il va falloir, c'est des portes d'entrée en fait. Donc la posture de sécurité, c'est les sujets à venir. On va en parler beaucoup sur les environnements. Si vous avez du Azure, de AWS, des choses comme ça, il va falloir vérifier votre posture de sécurité. Notre solution EDR le fait déjà aussi avec l'antivirus. Et on va parler en dernier lieu, 5e point fort, tout ce qui est profil dynamique. Donc, on va être capable, en fonction d'une alerte EDR, en fonction d'une gravité sur notre réseau qui sera détectée par nos sondes, on va être capable d'adapter une stratégie de sécurité beaucoup plus restrictive. Pour ceux qui connaissent la solution, j'en ai parlé, un grand point fort, c'est le patch management avec une correction automatique. Donc, ça veut dire que tous les jours, de façon automatique, on va scanner votre réseau. Si vous avez un patch, une faille de vulnérabilité, ici sur Microsoft, sur Adobe, on va prendre 7zip par exemple, on va patcher de façon automatique cette faille de vulnérabilité. Donc, ça va fermer, le but c'est de fermer les portes d'entrée pour que les attaquants cherchent autre chose. En général, ils lancent des requêtes
au niveau mondial à la recherche de failles de vulnérabilité sur vos IoT, donc sur vos téléphones, sur tout ce qui est, sur tous les PC, sur tous les protocoles aussi. On n'a pas parlé de scanner de vulnérabilité, mais Thomas en a parlé un petit peu, mais c'est super important d'avoir aussi des scanners de vulnérabilité qui vont détecter tous les ports ouverts, tous les services qui ne devraient pas être lancés. Tout ça, c'est des failles de vulnérabilité. Dans notre jargon, on parle de zéro trust, donc c'est important de limiter au maximum les accès, de limiter les escalades de privilèges. Il faut vraiment de plus en plus se méfier. Thomas parlait d'APT, donc d'attaques ciblées ou d'attaques persistantes. Aujourd'hui, c'est vraiment le but d'avoir des attaques ciblées. On fait de la recherche sur Internet, on fait ce qu'on appelle de l'OSINT. Le but du jeu, c'est de faire de la reconnaissance et de récupérer un maximum d'informations. Donc aujourd'hui, vous avez des outils, grâce à Access, vous avez en plus l'EDR qui va être là pour vous remonter l'information. Et là, Access va faire des contre-mesures et va bloquer, on va le voir par la suite, toutes ces attaques potentielles. Voilà, le principe aujourd'hui d'un bon attaquant, c'est d'être complètement en mode silencieux sur votre réseau. Donc, c'est-à-dire que moi, je scanne votre réseau, mais je vais utiliser les réseaux, par exemple, pour trouver des failles de vulnérabilité sur votre parc. Je vais commencer à discuter avec quelqu'un d'entre vous et je vais commencer à avoir des informations. Mais je vais discuter via LinkedIn, via Facebook, via d'autres. Et je peux avoir des informations compromettantes sur votre société et récupérer un mot de passe, par exemple. Je vais pouvoir faire des attaques de brute force, de dictionnaire, et pouvoir avoir des informations pour rentrer le plus facilement possible dans votre société. Donc, c'est important d'avoir des solutions. Votre société, par exemple, je me rends compte que les utilisateurs, je sais que vous allez tous sur un site web dédié, parce que c'est propre à votre domaine de travail, et je vais aller sur ce site web dédié et je vais lancer une charge sur ce site web. Je sais très bien qu'il y a une personne qui va y aller et je vais récupérer des informations comme ça, par exemple. Donc, c'est des types d'attaques, waterfall attaques, qui sont très utilisés aujourd'hui. Il faut faire vraiment attention à tout. Et aujourd'hui, pour revenir à l'EDR, seul l'EDR ou des SIEM ou des sondes peuvent vous permettre d'avoir des informations très importantes et de pouvoir tout bloquer avant que, juste au début, je dirais, que l'attaquant essaie de faire de la reconnaissance ou essaie de rentrer sur votre réseau. Donc, c'est super important. Le contrôle applicatif, donc notre solution fait du contrôle applicatif très évolué. Donc, on va être capable de bloquer le démarrage d'une application, de bloquer le lancement d'une DLL, d'un fichier, de bloquer l'exécution, on va le voir juste après, des commandes PowerShell, par exemple. Peu importe, on va aller très très loin. En termes de blocage, on peut tout faire aujourd'hui en termes de blocage et c'est tout l'intérêt d'avoir un bon EDR. Donc, il va nous détecter des actions et derrière, on va faire de la réponse. La réponse, ça va être le blocage d'une application. Important, on ne sait jamais si l'attaque réussit et si l'attaquant a passé toutes les barrières de sécurité. Et le but du jeu, c'est de chiffrer les données pour récupérer un petit peu d'argent et demander une rançon, évidemment. Mais aujourd'hui, on a mis des contre-mesures en place sur la partie chiffrement. Donc, on va être capable de se rendre compte qu'il y a un chiffrement qui est en train de se faire sur un fichier ou sur un répertoire. On va être capable de le déchiffrer à la volée. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est que même l'utilisateur ne va pas se rendre compte qu'il y a du chiffrement. On utilise notre propre technologie brevetée. On n'utilise pas la technologie Microsoft, VSS, qui est plus facilement exploitable, au moins testable par les attaquants. Donc, c'est important, on utilise notre propre techno, donc rien n'est incassable, il faut bien le savoir, mais c'est beaucoup plus difficile de casser notre techno qui est brevetée. Le fonctionnement, il est tout simple. Le fonctionnement, on travaille avec de la reconnaissance, avec de la réputation, notre Security Cloud. Lorsque vous allez exécuter par exemple un fichier sur votre ordinateur, il y a deux possibilités. Soit c'est un comportement légitime, soit c'est un comportement illégitime ou un comportement dangereux, ou du moins qui n'est pas connu.
si ce comportement n'est pas connu, on va analyser et on va monitorer tout ce que fait ce fichier. Et on va être capable d'enregistrer les modifications qui sont faites. Et si on détecte qu'il y a un comportement malveillant, on va être comme un chiffrement, on va être capable de faire un retour arrière. Toutes les modifications apportées au système de fichiers seront annulées. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer si ça fonctionne. Hein, toute la partie rollback, c'est bon pour la partie... C'est bon, chef, c'est bon. Mes amis, donc je continue. Oui, Donc, très bien. Ouais, sur toute la partie, là, j'ai mes fichiers sur la droite, j'ai ma clé de chiffrement. Alors, j'ai pris une clé de chiffrement AES 256 bits. Hein, donc, dans mon répertoire perso, ça va chiffrer tous les documents qui sont dans mon répertoire perso avec l'extension .ransom. Donc, c'est une clé qui est quand même assez costaud, AES 256, donc difficile à déchiffrer. Là, on voit sur la droite que les fichiers, l'extension est renommée en .ransom. Donc, je commence à chiffrer. Mon agent antivirus EDR se rend compte qu'il y a un comportement malveillant, qu'il y a une modification, l'extension du fichier est exactement la même. Je fais un SHA-1 et là, on va se rendre compte qu'il y a une infection qui est en train de se faire. Il y a un ransomware, vous voyez sur la droite, et la solution va déchiffrer à la volée. Là, vous le voyez, c'est en temps réel. Hein. Donc, ça dure quoi? Ça dure 15 secondes. Au bout d'une dizaine de fichiers qui sont chiffrés, on va bloquer le chiffrement et on va restaurer de façon automatique les fichiers qui ont été chiffrés. Bien sûr, tout ça, vous allez le voir sur la console d'administration. Là, je vais sur la partie événements de sécurité. Vous avez une vue sur la console. Je vais voir tout ce qui a été fait. Et même plus loin, je vais être capable de voir les fichiers qui ont été supprimés hein, sur ma console, le renommage des fichiers. On voit les points ransom juste ici. Et si je descends aussi un petit peu plus bas, je vais même voir le script qu'a utilisé l'attaquant. Là, ici, je vois, un petit peu plus bas, hein, je vois le script de l'attaquant. Exactement le script qui a été exécuté par l'attaquant. Donc ça, c'est important. Et la clé qui a été utilisée. Voilà. C'est vraiment très clair, c'est vraiment détaillé. Et il y a 30 secondes, eh ben, j'ai le résultat ici. Les paramètres système et fichiers ont été modifiés et ont été restaurés sur la machine. Alors, comment ça s'applique sur ma console? Tout le monde ne l'a pas déployé aujourd'hui. Hein. C'est dommage, c'est plus un oubli, mais il faut aller dans la partie restauration et activer donc le mode blocage. Donc, par défaut, c'est en mode autorisé, donc il faut mettre le mode blocage. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire, comme on dit souvent avec Thomas, c'est ceinture, bretelles et parachute, mais le but du jeu, c'est d'utiliser les technos. Un EPP ou un EPDR aujourd'hui, il a énormément de fonctionnalités. Donc, c'est très important d'utiliser l'ensemble de ces fonctionnalités hein, pour être plus près des attaques et pouvoir les bloquer le plus rapidement possible. Et si, au bout du compte, eh ben, ils arrivent à passer, on est quand même encore capable de les bloquer et de les déchiffrer. Une fonctionnalité importante, hein, c'est aussi la posture de sécurité. On en parle beaucoup, nous, en interne en ce moment. On a beaucoup de solutions. Enfin, on a 3 solutions qui vont arriver sur la posture de sécurité. Donc, faire attention à vos appareils qui sont exposés, faire attention à l'identité de vos utilisateurs qui ont des comptes sur Entra ID, sur Azure et AWS, par exemple. Mais déjà, au sein de notre solution de base, vous avez la possibilité de voir, par exemple, je vois qu'ici, la longueur minimale des mots de passe eh ben, n'est pas à jour sur 130 appareils. La solution est capable de vous dire, ben, vous n'avez pas appliqué une stratégie de sécurité conforme. Hein. Vos utilisateurs peuvent mettre des mots de passe classiques, par exemple, de moins de 8 caractères. Donc non, ça, c'est pas possible aujourd'hui. On sait très bien vous connaissez les attaques de brute force, il faut à peine 1 minute pour craquer les mots de passe qui sont à moins de 8 caractères. Donc, c'est pas possible. Vous avez des attaques de dictionnaire, des attaques de brute force. Les attaquants vont d'abord essayer les mots de passe les plus utilisés. Donc, il y a des bases hein, sur Internet où vous avez l'ensemble des mots de passe classiques qui sont utilisés. Après, on va utiliser des dictionnaires.
Mais rapidement, si vous avez un compute, enfin un ordinateur qui tourne bien, on est capable de récupérer les mots de passe très facilement. En tout cas, il faut avoir des caractères spéciaux, je vous invente rien, et des passe-phrases idéalement. Très important, là je vois le seuil de verrouillage de compte n'est pas configuré. Pareil, on va se rendre compte que sur votre parc, eh ben, il y a le seuil de verrouillage de compte. Donc ça veut dire qu'un attaquant, il peut faire des attaques de brute force, essayer à l'infini des mots de passe, des mots de passe, des mots de passe, et au bout d'un moment, ça va passer. Une bonne configuration, hein, je vais autoriser au maximum, disons 10 mots de passe, c'est déjà énorme, et après je vais bloquer. Donc je vais faire un time-out, je vais bloquer pendant 10 minutes, et je vais autoriser la mise de mot de passe. Ça, c'est le BABA, c'est le minimum. Voilà, c'est toutes ces recommandations qui sont mises de base dans nos solutions. Et s'il y a des défauts de paramètres, la solution va remonter aussi. Donc, votre posture de sécurité, c'est super important. Comment je suis sécurisé quand je fais face à Internet, quand je suis exposé à Internet et exposé aux attaquants, hein. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de scruter l'ensemble des postes qui sont sur Internet, les services disponibles, des choses comme ça, et d'attaquer assez facilement. Donc, c'est important de faire attention à tout ça, de plus en plus. Ce qui est super dans notre solution aussi, c'est, on parle beaucoup d'EDR, mais en fonction d'un incident EDR, il y a 3 catégorisations sur un incident EDR. Vous avez des incidents modérés qui sont de 4 à 6, 9, peu importe en termes de score, et vous avez des éléments élevés ou graves. Quand on va détecter un incident EDR, disons, modéré, on va être capable de modifier la stratégie au niveau du poste. On va être capable de lui dire, si tu vois un incident EDR important, modéré, je vais automatiquement lancer un patch sur un scan au niveau de la machine, supprimer par exemple ici les exclusions sur mes machines. Je vais interdire l'exécution de PowerShell. Enfin, je vais pouvoir avoir des stratégies complètement adaptées en fonction de l'alerte. Donc ça, c'est important. Nos solutions, évidemment, travaillent ensemble. On parle beaucoup de XDR aujourd'hui. Donc, on va récupérer nos logs, comment on parlait de tout ce qui est messagerie, nos logs de l'XDR, nos logs du scanner de vulnérabilité et de l'EDR et de l'antivirus. Donc, on va corréler l'ensemble de ces événements pour vous envoyer de l'information pertinente. L'EDR, c'est quoi, hein? L'EDR, comme disait Thomas, c'est comme une caméra de surveillance. On va surveiller si vous avez des comportements légitimes. L'antivirus, il va détecter des fichiers corrompus, des fichiers avec des infections, avec des malwares, tout ça. Par contre, si je tape, moi, en ligne de commande, vous connaissez la ligne de commande, je tape CMD, et derrière, je tape Hostname ou AMI, peu importe des lignes de commande, l'antivirus ne va rien voir. Hein, si je fais de la reconnaissance sur votre réseau, je fais un petit Nmap sur votre réseau, -z, peu importe, mais pour voir les versions de logiciels que vous avez, l'antivirus ne voit rien. Alors que l'EDR, il va voir. Il va vous dire, est-ce que c'est normal que cette commande ait été lancée en mode MS-DOS sur le poste de cette personne qui n'est pas technique. Donc, donc là, Access va remonter l'information, dire est-ce que c'est un comportement légitime ou non légitime. La seule difficulté, mais c'est aussi le point fort d'un EDR, c'est que l'EDR, il part de zéro. C'est pas comme un antivirus. Hein. Il part de zéro et il a besoin d'apprendre. Donc, en général, pendant un mois, il va remonter les informations, parce qu'il y a des process qui sont lancés sur votre parc. Hein, il va remonter les infos et ça sera à vous, à Access, de dire ça, c'est un comportement légitime, cette info positive, je ne veux pas qu'il se reproduise. Par exemple, vous avez le lancement d'une solution de backup, il y a un script, vous avez lancé votre solution de sauvegarde le soir, ou lancé des scripts PowerShell la nuit, l'EDR va remonter. Mais là, vous allez lui dire, c'est un comportement normal, je ne veux pas qu'il se reproduise la prochaine fois. Je vais le mettre en liste blanche. Voilà. C'est toute on parle de dresser les alertes, de faire du triage au niveau des alertes. C'est toute cette partie qui est un petit peu embêtante sur un EDR, et c'est bien de le faire externaliser. Et je dirais qu'au bout d'un mois, une fois que vous n'avez plus d'événements, je dirais, critiques de remonter l'incident illégitime, et on va pouvoir activer la rémédiation et l'isolation. C'est vraiment l'étape ultime d'un EDR, faire de l'isolation.
Comment je fais? Là, on va rentrer un petit peu dans l'analyse, mais je ne vais pas aller profondément. C'est juste pour voir comment va fonctionner en fait Access. Vous avez un incident de sécurité. Je vois que sur le poste JC, il y a eu l'explorateur qui a lancé des lignes de commande et qui a lancé des PowerShell et mime.exe. Mime.exe, typiquement, c'est un craqueur de mot de passe. Donc, je vois ça sur mon réseau, évidemment, pouf, je peux supprimer à distance donc, ce fichier, mime.exe, parce qu'on a de la réponse. Donc, je vais lui dire, dans ma réponse, eh ben, je supprime le fichier mime.exe sur l'ensemble de mon parc ou sur ce poste, où je vais isoler la machine de façon manuelle ou faire des choses. Donc ça, c'est important, il faut agir le plus rapidement possible. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un service externalisé avec des personnes qui font ça en temps réel. Comment ils vont répondre à cette attaque? Comment le SOC répond à ce type d'attaque? Eh bien, première possibilité ou solution, je vais contenir cette attaque. Ça, c'est le point fort des solutions EDR. Contenir, c'est-à-dire je vois un comportement illégitime, suspect, eh bien, je vais isoler la machine. C'est-à-dire que le pare-feu, on va demander au pare-feu d'isoler toutes les communications. Le pare-feu, il va bloquer tous les ports de communication en entrée et en sortie. Il va laisser autoriser uniquement la communication avec la console WithSecure. Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pouvoir supprimer des process, je vais pouvoir utiliser le contrôle d'application, mais surtout, je vais investiguer. J'ai un doute, j'ai du mal à comprendre, je ne sais pas si c'est un faux positif, si c'est vraiment une charge ou une attaque qui est en train de se faire sur mon parc, et ben, je vais pouvoir récupérer à distance des informations, récupérer des fichiers, récupérer des clés dans la base de registre, faire un dump de la mémoire, par exemple, faire de l'analyse. Le but du jeu derrière, ben, c'est de remédier. Je vais essayer de retirer toutes les persistances. Un bon attaquant va faire de la persistance, c'est-à-dire qu'il va, à chaque redémarrage de la machine, eh ben, il va rejouer sa charge, rejouer son attaque dans les tâches planifiées. Donc, on va pouvoir récupérer ce qu'il y a dans les tâches planifiées, supprimer à distance aussi ce qu'il y a dans les tâches planifiées. Donc, ça va être tout le travail d'un SOC aujourd'hui. Donc, ça va évidemment assez loin en termes techniques et en termes d'investigation. La première des choses, la plus importante, je vais contenir l'attaque en faisant de l'isolation soit automatique sur des événements graves. La bonne posture aujourd'hui, minimum, c'est d'avoir une isolation sur des événements graves et élevés. Et je vais pouvoir exclure certains types de machines. Si j'ai peur que certains serveurs critiques soient isolés, je vais pouvoir les exclure. Sinon, je peux faire l'isolation de façon manuelle. On parle beaucoup d'IOC, d'indicateurs de compromission. Quand vous avez une attaque, un attaquant, il va laisser des traces. Aujourd'hui, l'EDR, il enregistre en temps réel. Il enregistre tous les événements de sécurité de Windows, ce qui se passe dans la base de registre, les process, c'est du temps réel. Et ça remonte chez nous sous forme de fichier texte. Disons, c'est 2 mégas par jour qui sont remontés pour chaque endpoint, pour chaque poste de travail. Les capteurs remontent de 2 mégas. C'est que des logs qui sont traités, par notre intelligence artificielle. Et donc, sur des millions et des millions, comme l'a montré Thomas, d'événements, on va remonter quelques incidents qui sont critiques et qu'il faudra traiter. D'où l'importance de traiter ces incidents le plus vite possible pour éviter que la compromission se propage. Un attaquant, il va d'abord faire de la reconnaissance, tranquillement, il va aller sur le réseau, prendre ses informations, ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Le but du jeu, c'est de détecter au tout début de la kill chain, de la chaîne de compromission. Donc ça, c'est super important. Il n'y a que le DR qui va vous aider. Alors, on le voit aujourd'hui, c'est quand on installe le DR chez des clients existants, on se rend compte qu'il y a déjà des compromissions sur le parc. C'est déjà arrivé, pas tout le temps, mais c'est déjà arrivé qu'on se rend compte qu'il y a des solutions qui sont là et qui sortent de la donnée. Donc, c'est important. Ici, vous avez, par exemple, une détection de mon EDR. J'ai détecté une command line, c'est du curl, qui va sur une adresse IP, par exemple. Et en contre-mesure, je vais créer une règle de firewall. Toute bête, mais sur le endpoint, sur le poste de travail, une règle de firewall, où là, j'ai dit, je bloque
tout le trafic sortant qui va vers cette IP. Autre chose, je vais avoir la possibilité de faire du contrôle d'application. Dans mes événements EDR, je vois qu'il y a une commande PowerShell qui est exécutée, par exemple, sur un script PS1 et qui va faire une demande sur les WNI. Et bien, juste en dessous, là, vous avez, je vais créer une règle, je vais aller dans mon contrôle d'application et je vais bloquer, interdire l'utilisation de cette ligne de commande, de ce script PowerShell. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, l'EDR, il répond vraiment aux besoins de l'ensemble de nos clients. Je dis aujourd'hui, mais ça fait, avec Thomas, ça fait, disons, 3 ans et demi, 4 ans qu'on ne parle que d'EDR aujourd'hui. Et on se rend compte que l'antivirus, évidemment, ne suffit pas et que l'EDR est complètement indispensable aujourd'hui. L'EDR est dédié au endpoint. C'est pas comme un ciel. C'est vraiment dédié au poste de travail et au serveur. Et c'est bien sûr là où peuvent provenir l'attaque. Je voulais juste vous faire montrer la console pour ceux qui n'ont pas vu la console de WeSecure. Tout simplement, ici, notre console avec l'endpoint, avec ici la partie EDR. Et je voulais juste vous montrer, je vois Thomas qui m'envoie des messages. Voilà, pour terminer, les événements graves, comment ça se passe. Ici, j'ai un incident de sécurité. Et voilà. Donc, Access va avoir la responsabilité de traiter et surtout de comprendre tous ces événements de sécurité. Voir ici qu'il y a du transfert de fichiers qui est fait par des process classiques de Microsoft. Donc, ça peut soumettre à être une confusion. On peut se dire, tiens, c'est un comportement normal, c'est des bits admin, c'est utilisé pour le patch management. Mais non, je transfère des fichiers en script PowerShell. Voilà. Donc, ça va être leur but du jeu, d'agir là-dessus et de dire soit c'est un faux positif, ou soit j'accepte ce comportement et c'est un faux positif, ou soit je bloque parce que c'est une compromission. Voilà, messieurs, ce que je voulais vous montrer. J'ai pris un peu de temps, 52 minutes, oui. J'arrête le partage, je vous relaisse la main. Parfait, merci Charles. Je vous reprends 5 minutes, pas plus, c'est promis. On va essayer de faire vite et dans les temps. On va parler rapidement du service managé d'access. Donc notre approche, c'est quoi notre approche? C'est d'abord l'adaptabilité grâce à l'EDR EPP de WeSecure qu'on vient de détailler à l'instant. La proactivité grâce aux alertes gérées en temps réel. L'expertise technique avec une équipe d'analystes cyber dédiés qu'on a monté chez Access, qui ont l'expérience des schémas d'attaque. La sécurité pour tous, avec un modèle budgétaire adapté à la structure, mais sans compromis technique. Et la sérénité, grâce à un budget prévu et sans surprise. Au niveau du process d'intégration, parce qu'il y a des choses à faire avant de pouvoir bénéficier de l'EDR et du service forcément, la première chose, c'est l'acquisition des licences. Si jamais il se trouve que vous êtes déjà sur WeSecure, je ne sais plus si c'est Thomas ou Charles qui en a parlé tout à l'heure, mais l'upgrade vers l'EDR va être très rapide en quelques clics. Ensuite, on va configurer les profils de sécurité. Donc, comme l'a dit Charles aussi tout à l'heure, le contrôle des applications, les mises à jour automatisées qui sont très importantes, le filtrage d'URL, les scans de vecteurs réseau si besoin. Une fois que ça c'est fait, qu'on a configuré les profils, on va pouvoir déployer les agents, c'est-à-dire qu'on va laisser passer une période d'apprentissage où on va valider les faux positifs ou alors les alertes comportementales qui, elles, seront normales pour le contexte de votre société. Puis ensuite, mettre en production. Donc la mise en production, on estime que cette période d'apprentissage qu'on appelle télémétrie, elle dure environ 4 semaines, et on estime que ça, c'est terminé. Pour maintenant, définir les responsabilités, c'est-à-dire nous, on passe par une matrice RACI pour savoir qui a le droit de faire quoi, Access, où s'arrête le rôle d'Access, est-ce qu'on a le droit d'isoler la machine, est-ce qu'on a le droit d'isoler un serveur, ou est-ce qu'à chaque fois, on doit appeler un de vos contacts pour valider les actions. Tout simplement. Pardon. Enfin, une fois que tout ça c'est fini, on va pouvoir passer à la gestion des alertes et au pilotage de la solution au jour le jour, tout simplement. Le process d'analyse, Charles l'a bien détaillé, je vous fais un condensé parce que c'est quand même ce qui définit le service cyber d'Access.
le processus d'analyse que vous voyez devant vous, typiquement, c'est la gestion d'une alerte. Donc, premièrement, l'alerte, elle va être émise. Elle arrive sur nos outils en environ 2 minutes. C'est le Mean Time to Detect, ce qu'on appelle le MTTD. Une fois que ça s'est arrivé, on va pouvoir la prendre en compte, extraire les indicateurs en suivant la chaîne de compromission. Donc, on prélève soit des morceaux de script, par exemple, soit l'empreinte du fichier, du MD5, du SHA-1. Et ensuite, ces indicateurs, on va les enrichir. Donc, on va les confronter à des référentiels connus. Pour enfin arriver à la remédiation, donc soit écarter les faux positifs ou alors isoler la machine, par exemple, pour nous laisser le temps d'investiguer en profondeur. S'en suivra tout simplement la fin de l'investigation. Petit tour sur le parcours cyber, ça va être rapide. Donc, il vient en complémentarité de l'EDR Manager, qu'on va adapter à votre entreprise et à vos priorités. Certains d'entre vous, effectivement, vont déjà avoir de bonnes sauvegardes, des firewall WOF. On va être là pour auditer, éventuellement combler les brèches restantes, tout simplement. Aujourd'hui, on a passé en revue le détection-réponse. D'autres sujets pourront être abordés dans de prochains webinaires. Je vais vous poser la question juste après pour savoir ce qui pourrait vous intéresser. Pour conclure, ça c'est une représentation multicouche de notre protection. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le Deep Defense, cette protection multicouche. On est à votre disposition pour aborder les thèmes qui sont devant vous, comme par exemple l'audit et le durcissement Active Directory ou 365, l'anti-spam next-gen, la gouvernance cyber. Voilà, si vous pouviez nous donner tout simplement votre avis dans le chat, qu'est-ce qui vous intéresserait sur un prochain webinaire? Au niveau du parcours cyber, ça c'est un peu l'état aujourd'hui sur lequel on voit le plus nos prospects et nos clients. C'est-à-dire que le but va être effectivement de passer le maximum au vert, tout en prenant en compte votre budget et la priorisation des risques, c'est-à-dire votre exposition. Est-ce que vous avez un objectif de sérénité? Est-ce que vous êtes soumis à la dernière directive européenne NIS 2? Ou encore la mise en place de moyens qu'on va vous demander si vous voulez souscrire à une cyber-assurance, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Quel thème cyber aimeriez-vous aborder lors d'un prochain webinaire? Je vous laisse répondre dans le chat, s'il vous plaît. Et on va pouvoir passer aux questions. On y a répondu, je pense, tout au long, mais s'il y en a d'autres, n'hésite pas. J'en profite pour remercier grandement mes partenaires de WIFSecure qui étaient avec moi aujourd'hui. Et vous dire aussi que sur la sensibilisation et phishing, on a déjà fait un webinaire, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et qu'on a une campagne de phishing gratuite jusqu'à 100 collaborateurs, donc n'hésitez pas à la demander. Merci beaucoup, messieurs. Et merci à tous pour votre présence. Merci à vous. Je vous laisse juste en fond les coordonnées de Cédric Delmont, notre directeur commercial. Si vous avez la moindre question ou que vous voulez avancer avec nous sur le DR ou autre sujet, n'hésitez pas, on est là pour ça. À très bientôt, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.